I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Auditeurs, auditrices, ravis de vous retrouver pour une nouvelle exploration de sens et un nouvel épisode de Capitaine au Capitaine, le podcast pour avancer dans nos quêtes de renouveau et redevenir les capitaines de nos vies. Mon invité du mois se nomme Laurent Moisson. Et pour vous le présenter en détail, laissez-moi prendre une grande respiration. Laurent porte bien son nom, il sème et moissonne à foison, et c'est pas le genre de type à tourner en rond. Accompagner les transitions, c'est une partie de sa mission, il s'est relié à la perfection, la réflexion à l'action. Il agit toujours par conviction, et on peut dire que l'entrepreneuriat est sa religion. Historien, détenteur d'un master en marketing, entrepreneur, business angel, prof à Sciences Po, Laurent est un vrai touche-à-tout et qui a acquis la capacité à transformer les problèmes en opportunités. Militant de longue date du Made in France, il est le cofondateur des Forces françaises de l'industrie. Auteur de plusieurs ouvrages, il manie les idées aussi bien que la plume. Comme si cela n'était pas suffisant, Laurent est passionné par la quête de sens et des changements de trajectoire, ce qui l'a amené à cofonder les Déviations, un dispositif d'accompagnement des reconversions. Mais les Déviations, c'est aussi un média qui donne la parole à des exemples inspirants et organise des événements pour que les gens se parlent, comme le bistrot philo, pour s'élever spirituellement tout en trinquant. Bonjour Laurent. Bonjour Baptiste. Alors, on a eu le plaisir de commencer cette discussion autour d'un bon repas, d'un bon déjeuner. Donc là, je pense qu'on est bien chaud, mais les angles de discussion avec toi sont nombreux. Donc j'ai dû faire des choix, ça n'a pas été facile. Et j'ai choisi 4 grandes thématiques pour aujourd'hui, pour notre échange. J'aimerais tout d'abord, si tu veux bien, qu'on parle de l'évolution du monde du travail. C'est un sujet vaste et je sais que tu as un travail... Ça peut stimuler ton côté à la fois philosophe et historien sur le sujet. Dans une deuxième partie, j'aimerais comprendre avec toi pourquoi on s'interroge tant sur cette notion de sens au travail, dont on nous rabâche les oreilles maintenant, qui semble faire écho à beaucoup de personnes. Troisième partie, le monde actuel nous invite ou nous oblige à être agile. Justement, c'est le sujet des déviations. Justement, le monde est plus linéaire. Donc, j'aimerais bien qu'on recueille tes conseils ou tes réflexions pour des déviations réussies. Et enfin, creuser avec toi ton sujet du moment, qui est l'industrie, que tu vois aussi... J'ai retenu des échanges, tu dis que l'artisanat a réussi cette mutation pour redonner du sens au métier de la main, mais toi tu crois fondamentalement avec conviction que l'industrie peut être et doit être une réponse aussi pour la France. Donc voilà les grandes thématiques, et puis on n'est pas à l'abri à tout moment de faire des déviations justement, des digressions, parce que j'ai l'impression qu'on est adepte du concept, toi et moi. On va essayer de suivre ce fil rouge-là. Et juste avant de commencer, tout le monde ne te connaît pas encore. J'aimerais qu'on te découvre un petit peu plus. J'ai parlé de tout ce que tu faisais. C'est quoi le fil rouge de tout ce que tu entreprends, justement ? Tu commençais au déjeuner à me parler de convergence, de tes activités. C'est quoi tes motivations profondes, en fait ? Qu'est-ce qui t'anime à faire tout ça ? Alors, qu'est-ce qui m'anime à faire tout ça ? D'abord, je pense qu'il y a quelque chose d'intrinsèque, d'un petit peu... animal et des pulsions de se dire voilà, j'ai envie de faire quelque chose, et on est un certain nombre quand on a des envies à les suivre en fait et à essayer de les réaliser. Donc je pense que ça c'est quelque chose que je sais pas si ça s'acquiert, je sais pas quand est-ce que ça m'est tombé dessus, mais c'est quelque chose qui est assez ancré en moi. Et donc, quand j'ai envie de voir changer quelque chose, je me demande comment on peut le faire changer, comment on peut le faire évoluer, et puis j'essaie de trouver le moyen. Donc, on va dire, s'il faut mettre un but derrière ces choses qui sont vraiment très, encore une fois, animales et peut-être qui n'ont pas de but, puisque c'est juste, on passe notre vie à expliquer, à donner un sens à ce qui n'en a pas, donc on est fait comme ça. Donc si je devais mettre ça un peu sur un objectif un peu philosophique, je dirais que moi j'aime beaucoup travailler sur la transformation de deux de grandes choses, dont l'une qui est un être. La première chose, c'est la société. C'est-à-dire que
j'estime qu'on est tous acteurs d'une transformation sociétale et que si on veut une société meilleure, encore faut-il se mettre d'accord sur ce qui est bien et pas bien, puisque a priori, force est de constater qu'on n'est pas tous d'accord sur l'objectif, mais je pense qu'il y a quand même une sincérité chez beaucoup de gens, même quand ça mène à des oppositions et qu'on n'est pas d'accord sur la finalité. Quand on veut que la société évolue pour le mieux, en fonction de la définition qu'on a nous-mêmes du mieux, c'est bien de s'y coller. Voilà. Et pour ça, je trouve que l'entreprise est un très bon moyen d'opérer cette transformation. Je pense qu'il y a eu la grande époque des États, où les États étaient vifs, actifs, souples, rapides, suffisamment puissants pour mener des transformations à grande échelle et pas encore engoncés dans tout un tas de sophistications qui font que maintenant ils ont quand même du mal à se gratter le bout de leurs pieds avec leurs doigts. Maintenant, je pense que les entreprises sont parfois plus capables de transformer nos vies que les États, même si encore une fois les États ont leur rôle à jouer et je ne désespère pas qu'un certain nombre d'entre eux retrouvent une capacité d'action qu'ils ont déjà perdue. La deuxième échelle qui m'intéresse sur les transformations, c'est l'individu. C'est nous. Parce que quand on a des changements macro, ça implique une adaptation à l'échelle micro, c'est-à-dire nous. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui provoque. Est-ce que c'est, la somme. C'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est la somme des micro-changements qu'on incarne tous qui vont faire un macro-changement ? Est-ce que c'est un macro-changement qui va avoir des impacts sur nous parce qu'on va devoir s'adapter et donc micro-changer nous-mêmes ? Et puis tout ça est intéressant parce que nous sommes des individus, des êtres doués d'un esprit, certains diront une âme, mais on a envie de se raconter des histoires, on a envie que ça fasse sens, on a envie, c'est pas juste tiens, les temps ont changé, je m'adapte, bim. On a une structure éthique, donc il y a des changements qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins douloureux, plus ou moins souhaités. Ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui comment on peut s'adapter à cette nouvelle donne. Et j'aime beaucoup, moi, regarder ce qui s'est passé dans l'histoire, parce que je ne crois pas au phénomène générationnel aussi puissant que ce qu'on nous explique, c'est-à-dire ça y est, une nouvelle génération, ils sont pas comme nous, eux ils font ça et nous pas du tout. Moi, je crois à des changements de contexte qui font que les animaux sociaux que nous sommes, les mammifères que nous sommes, on a le même cerveau, la même biologie qu'à l'époque où on vivait dans des cavernes. Donc c'est assez intéressant de se dire comment est-ce que ce même outil va agir différemment à une période qui n'a rien à voir. Je retiens le mot de transformation, qui semble central et qui fait sens entre ton activité vis-à-vis de l'industrie et puis des déviations de l'humain notamment. Et puis il y a un petit côté je fais donc je suis, c'est ça, c'est un peu le côté entreprendre au sens noble du terme. Une autre question pour te connaître un petit peu mieux, c'est t'es cofondateur des déviations. Ce serait quoi ta ou tes plus belles déviations personnelles, subies ou choisies d'ailleurs avec le recul? Il y en a beaucoup. Alors, moi, je suis comme tout le monde, je suis très paradoxal. C'est-à-dire que j'ai plusieurs courants, j'ai plusieurs envies qui parfois s'opposent. Dans tout ce qui me définit, on va dire, j'ai deux éléments. Le premier, c'est effectivement une volonté d'entreprendre, même business, c'est-à-dire de faire des choses qui peuvent rapporter les moyens de faire d'autres choses. Le business, c'est ça. Il y a des gens qui pensent que l'argent est un problème en soi, d'autres qui pensent que c'est une fin en soi. Moi, je considère que c'est la capacité de récupérer des moyens et un certain pouvoir pour exécuter les transformations dont on vient de parler. C'est ta liberté d'innovation, quoi. Exactement. C'est-à-dire le fait de pouvoir faire quelque chose sans dépendre des autres parce que tu as thésaurisé ce qu'il faut pour le faire. Donc ça, moi, cette volonté business, je l'ai eue très tôt. Je crois qu'à 9 ans, je vendais des bonbons dans la cour de l'école. Voilà. Et aussi parce que je pense que derrière ces activités, en fait, ça c'est très
très Adam Smith, hein, c'est l'activité économique qui permet aussi de faire société. Hein, c'est-à-dire, quand créer du lien. Faire du commerce, hein, c'est vieux comme l'humanité, c'est des échanges, c'est comprendre un besoin, c'est essayer d'apporter une solution, c'est discuter pour essayer de convaincre, c'est soi-même se faire convaincre, c'est tout ça. Donc ça, j'allais dire, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps, que j'avais enfoui un petit peu au fond de moi, et parce qu'à un moment donné, je me suis laissé emporter par une autre de mes caractéristiques, c'est le côté un peu intello, où j'aime bien réfléchir, j'aime bien comprendre, j'aime bien me poser un certain nombre de questions parfois abstraites, ce qui m'a amené à faire justement de la recherche en histoire, m'intéresser beaucoup à de la philosophie, à être universitaire. Et la première déviation, ça a été de dire, en fait, je crois que j'étais à l'époque, on disait DESS. Hein, donc c'est l'année juste avant le doctorat où on commence à choisir son sujet. J'ai un de mes plus vieux potes qui m'a dit « Mais Laurent, tu vas être prof ?» Je lui dis « Mais pas du tout, je vais faire du business. J'ai rien à faire avec ça. J'ai créé mon entreprise. » Il me dit « C'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas la bonne façon de faire. » Et donc, il m'a amené au salon de l'étudiant à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et j'ai fait un master en marketing. Et je me suis rapproché de l'entreprise. Et après, première déviation, j'ai quitté un petit peu ce monde universitaire pour rentrer dans l'activité plus économique, plus opérationnelle, qui est l'entreprise. Voilà. Et tout en continuant à réfléchir à tout ça. Donc moi, je dirais que la première déviation, c'est celle-ci, mais j'ai toujours gardé cette volonté de revenir sur quelque chose, de théoriser tout ce que je voyais dans l'entreprise, et essayer d'en tirer des conclusions, des traits un petit peu marquants, essayer de capitaliser ça avec des jolies formules, des belles pages bien remplies, et j'allais dire une cause, une conséquence et un sens. Ok, très bien. Et il y a une dernière question en t'écoutant pour préparer cet entretien et tout. J'avais une question qui m'est venue comme ça, c'est tu fais plein de choses, et comment tu prends tes grandes décisions ? Tu as parlé de ce côté un peu animal, donc j'entends le côté instinctif, mais tes grandes décisions de vie, est-ce que tu as un processus décisionnel ? Comment tu t'y prends ? Alors, comment je m'y prends ? J'ai un cercle de personnes qui me sont chères, qui sont très différents, eux d'ailleurs, et que j'aime bien consulter dans ces moments. Donc ça commence par mon épouse, évidemment. De plus en plus mes enfants, ça m'intéresse d'abord de les impliquer, de voir. Alors bon, je vais dire autant vous dire que les premières questions, c'était oui papa. J'aurais dit n'importe quoi, c'était de toute façon bien. Mais il y a parfois quand même petit à petit des réflexions qui sont arrivées, qui disent tiens, oui, j'avais pas vu ça comme ça. Et puis après, voilà, des amis, des gens que je connais qui me suivent et qui permettent d'avoir du recul. Donc j'aime bien consulter, et en fait je me rends compte que finalement c'est en discutant, en exprimant le projet que j'ai, que j'arrive à le maturer, et que je me rends compte moi-même au bout d'un moment si vraiment ça fait sens ou si c'est juste une bêtise. En allant chercher la contradiction aussi un peu pour voir si ton idée tient la route ou si c'est juste une... Alors, contradiction ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai eu très peu de contradictions et où je me suis quand même dit c'est pas bien. Parce que et ça c'est un processus aussi qui m'a amené beaucoup à écrire, c'est que quand tu as une intuition, moi je me méfie beaucoup de mon intuition, quand tu as une intuition, quand tu l'écris et que ça n'arrive pas à boucler, moi je suis très sensible à la logique des textes, à la narration, il faut que ça boucle. Si ça boucle pas, c'est que tu as un truc que tu n'as pas compris. Et donc moi j'aime beaucoup, quand j'ai une idée, quand j'ai envie de faire quelque chose, je me sors un mémo, et je le laisse reposer. Quand je le reprends, il y a des moments où tu te dis bon, c'est nul, ça n'a ni queue ni tête, on oublie. Et j'ai du mal à jeter ou à dire un go si j'ai pas produit ce truc-là, et si je me suis pas confronté à des gens à qui je vais être obligé de l'expliquer. Et parfois, en essayant de l'expliquer, alors que je suis convaincu au début, je me dis ça tourne pas mon truc. Ce qui est compris s'énonce clairement, comme on dit, et c'est que c'est peut-être pas encore une idée mature, quoi. Ouais. Bon, après, c'est pas pour ça que je vais pas me planter. C'est pas parce que c'est vachement logique, bien machin, et que j'en suis convaincu qu'à la fin, c'est une bonne idée. Non, mais c'est intéressant parce que les entrepreneurs ont
en particulier, on semble avoir un processus peut-être pas formalisé et rigoureux, mais j'étais très inspiré par un monsieur qui s'appelle Olivier Sibony qui parle de ça. Et voilà, pour faire attention à nos propres biais, quoi. Donc ça vaut quand on entreprend, mais je pense que c'est intéressant pour monsieur et madame tout le monde. Bon voilà, c'était quelques questions d'introduction pour apprendre à te découvrir aussi, savoir qui tu étais. J'ai envie de rentrer dans la première partie maintenant de cette... je m'interroge beaucoup personnellement sur l'évolution du monde du travail, l'évolution du monde d'une manière générale, mais plus particulièrement de celui du travail. Je sais que tu as beaucoup réfléchi sur la question. Alors, je ne sais pas dans quel sens je le fais. Moi, j'ai identifié 6 causes majoritaires qui sont... qui ont amené à ce changement, mais peut-être j'ai envie de te poser la question spontanément, qu'est-ce qui fait que, allez, sur les 20-30 dernières années, c'est quoi les causes de ce changement presque radical des attentes qu'on met dans le monde du travail? Qu'est-ce qui a fait qu'on a un changement aussi radical? Alors, il y a d'abord un premier élément, c'est qu'est-ce qu'on attend du travail? Et se cache derrière cette question une autre qui est assez puissante, qui est le sens du travail. L'humanité, jusqu'à récemment, sa plus ancienne compagne, c'est la misère. Et pour sortir de la misère, il fallait trimer. Et quand je dis trimer, c'est que même en trimant, c'était pas sûr d'en sortir. Il y a beaucoup de gens, enfin, à l'époque, il n'y avait pas de chômage. C'est-à-dire que tout le monde travaillait, ça bricolait ou ça travaillait dur, mais tout le monde avait une activité. Et malgré ça, il y avait des gens qui mouraient de faim. Donc, il fallait gagner sa vie. Il fallait gagner sa vie. Donc, quand le sujet du travail, c'est de te permettre de ne pas mourir de faim, son sens est très simple à comprendre. Il est binaire. C'est-à-dire que je bosse, parfois sur des métiers qui ne m'intéressent pas, pour ne pas mourir de faim. Bon. Premier élément changeant, c'est que la révolution industrielle, enfin les révolutions successives industrielles, ont projeté l'humanité dans quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant, qui est un peu la corne d'abondance, c'est-à-dire l'abondance, voilà, tout simplement. Alors avec des disparités, avec des inégalités, avec tout un tas de sujets que ça peut poser, on en parlait tout à l'heure hors micro sur l'écosystème planétaire, la nature, etc. Mais en attendant, aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où on ne manque plus. Voilà. On peut avoir des frustrations parce qu'on en voudrait encore plus, mais on ne manque plus. Et à partir du moment où on ne manque plus, la vraie question c'est, si finalement j'ai plus besoin de ce boulot pour vivre, à quoi bon? Quel est le sens de ce que je vais y faire? Parce qu'il y a des solidarités, parce qu'on a le choix entre ci et ça, parce qu'on peut décider aujourd'hui de dire ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller plus, parce qu'on a des tels standards de qualité de vie que voilà. Enfin, aujourd'hui, on a l'impression de se sacrifier parce qu'on ne prend plus l'avion, mais je veux dire, à l'époque, ça n'existait pas, donc il n'y a pas de question de prendre l'avion ou pas de prendre l'avion. Des gens qui ne quittaient pas leur vallée pendant toute une vie, voire plusieurs générations. Donc aujourd'hui, on peut se dire, non, pour un certain nombre de raisons, je décide de ne plus consommer ça, donc finalement, j'ai besoin de moins travailler, donc je peux faire ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vient se greffer là-dessus le sens de la vie. Qu'est-ce qui fait que la vie a un sens? D'abord, la vie a-t-elle un sens? Je ne vais pas sortir des grands débats philosophiques qui datent de 2000 ans, mais quand même. Il y a des gens qui pensent que la vie a un sens. Il y a des gens qui disent que tout ça, c'est une sorte de vaste farce et que le hasard est partout et que dès qu'on commence à essayer de théoriser, on est déçu. Mais il y a quand même une majorité de personnes qui disent voilà ce que je veux faire dans ma vie, voilà ce qui va faire que je serai fier de moi d'avoir accompli ceci et cela. Bon. Le sens de la vie, il a été donné pendant très longtemps, on en héritait. On en héritait par les religions, ou par les grandes idéologies, qui étaient des sortes de matrices d'explication du monde. L'avantage, c'est que ça simplifiait le monde à l'extrême, à tel point qu'il y avait les gentils, les méchants. Les méchants, c'était les gens qui n'étaient pas nous, et les gentils, c'était nous. Et pour être gentil, il fallait faire ceci et éviter de faire cela. Bon.
Après, on pouvait truander, il n'y avait pas des médias sociaux partout qui faisaient que dès qu'on mentait, on s'en rendait compte. Donc on pouvait passer pour des hommes d'État exemplaires et des papas et des mamans exemplaires aussi, parce qu'on ne savait pas. Maintenant, c'est différent. Mais en gros, on avait un système de valeurs qui nous était enseigné et qui nous donnait une place. Donc moi, je suis d'origine auvergnate. Si j'étais né au XVIe siècle, j'aurais parlé patois, ma vie et ma place auraient été définies par le fait que je sois catholique, que je sois un homme, donc on attendait quelque chose d'un homme et c'était pas pareil pour une femme, que je sais pas si mon père était laboureur, on m'attendait laboureur, je devais des obligations à mon seigneur du coin, à mon roi, à mon machin, à mon truc, et tout ça me donnait une place, me donnait un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il fallait que les autres me voient dans ce rôle-là, et me donner une réputation, un rôle social, un machin, un truc comme ça. Il y avait un plus grand déterminisme pour toi ? Il y avait un plus grand déterminisme. Alors, on pouvait changer de vie, on pouvait faire beaucoup de choses comme ça, mais il y avait quand même une sorte de carcan, enfin de carcan plus ou moins positif, parce qu'on va voir aussi qu'aujourd'hui nous sommes dans une période de grande liberté, mais ça peut un peu effrayer les gens. Et c'était, voilà, il y avait ça. Donc ça, ces grandes matrices pourvoyeuses de sens, c'est les grandes religions, grandes ou petites, c'est les religions. Et ce sont les grandes idéologies, par exemple le communisme ou d'autres choses, ou des très grandes philosophies, mais avec un cadre quasi légal. Voilà. Alors quand j'ai dit grande religion versus petite, c'est quoi la différence ? C'est que les très grandes religions étaient dominantes sur des territoires. Donc c'est-à-dire que, je reprends mon Auvergne profonde, tout le monde était catholique. Bon, peut-être à une époque, il y avait quelques protestants et des choses comme ça, mais avant, tout le monde était catholique. C'est-à-dire qu'il y avait une hégémonie totale. Il y avait, c'était un monolithe, et c'était comme ça pour tout le monde. Donc le référent était très simple. Voilà. Ces grandes religions, ces grandes idéologies, donc je reprends mon Auvergne, il y avait le catholicisme, il y avait aussi le communisme, se sont affaissés. Et comme la nature a horreur du vide, d'autres systèmes de pensée, d'autres systèmes de valeurs se sont empressés de nous servir une vision du monde qui est la leur. Alors aujourd'hui, il y en a plein. Ça va de la façon... est-ce que tu manges de la viande ou pas ? Est-ce que tu es chasseur ou pas ? Est-ce que tu vas te fringuer comme ci ou comme ça ? Il y a encore les grandes religions qui n'ont pas dit leur dernier mot. Il y a encore du communisme, des choses comme ça, etc. Et il y a, je sais pas, une dizaine, une vingtaine... il y a beaucoup de choix aujourd'hui pour trouver ton explication du monde. Mais il y en a qui ont du mal à choisir. On manque de repères, en fait. On en a trop ou pas assez. Voilà, en tout cas, tu peux les choisir, c'est super, mais t'en hérites pas. Donc tu dois choisir ça. Et certaines personnes, paumées dans cette matrice de ce qu'on se fait engueuler tous les jours, en train de dire « Ah non, mais t'es pas comme ci, alors que moi je suis comme ça, c'est pas bien, etc. » On nous séduit, on nous engueule, quoi, pour qu'on adhère à la nouvelle secte. Beaucoup de gens, du coup, vont partir en quête de sens et vont demander à leur occupation numéro 1 dans la vie, c'est de leur fournir un sens, c'est leur travail. Et on va dire, attends, moi je vais bosser dans une entreprise qui doit dire quelque chose sur moi. Je refuse d'aller bosser pour les industries pétrolières, pour l'armement, pour tel patron parce qu'il est comme ci et pas comme ça, j'en sais rien. Et donc, ça doit dire quelque chose de moi, ça doit donner un sens que je n'ai pas et qui me permet de le revendiquer. Donc, le travail devient un élément de quête de sens. Or, les entreprises n'ont pas été faites pour ça. Les entreprises, elles ont été faites pour faire un profit, le répartir en fonction des mœurs de l'époque, ça pouvait être tout pour moi, rien pour vous, ça peut être beaucoup plus égalitaire, peu importe. En tout cas, c'était ça le sujet. Et donc, on avait tendance à dire, ne mettons pas trop de politique là-dedans, ça nous permettra de bosser ensemble et de pas s'écharper au self. Voilà.
Et ben, là, en ce moment, il y a des grandes valeurs qui sont en train d'arriver. Donc moi, j'estime que c'est ça les grandes modifications du travail. Ouais, c'est ce que j'avais identifié. Un des phénomènes que j'avais identifié, ce qu'on appelle généralement l'individuation, c'est la transposition de gagner sa vie à vivre sa vie finalement, et que y a une revendication beaucoup plus forte qu'à l'époque sur le fait que mon travail doit correspondre à qui je suis, alors qu'avant c'était un moyen de gagner sa vie. Alors, pas complètement. Pas complètement ? Moi, je trouve que le travail étant encore une fois une occupation très structurante pour la vie des gens, surtout qu'avant on travaillait beaucoup plus, maintenant on n'a jamais aussi peu travaillé qu'aujourd'hui. Eh bien, enfin si peut-être à certaines époques, mais enfin, disons depuis la révolution industrielle, c'est pas arrivé. Avant, le travail te donnait une existence sociale par rapport à une classe. Tu étais notaire. Un notaire, ça doit avoir ceci, cela, machin, truc et tout. Et donc, en tant que notaire, tu avais ça. Ton épouse était je sais pas quoi, c'était pareil. Tout le monde devait se comporter comme ça dans le monde. Tu étais ouvrier, pareil. On attendait quelque chose de toi et ça te donnait un marqueur qui était plus simple pour les stéréotypes. Là, on a un autre marqueur qui est de moins en moins social et de plus en plus sociétal. Voilà, c'est tout. Okay. Mais on continue à se définir par notre travail. On voit, alors je sais, ça fait partie des vidéos que j'ai vues où tu t'exprimais là-dessus. Alors je m'excuse pour les auditeurs qui sont allergiques aux anglicismes barbares, mais je traduirai après. The big quit, quiet quitting, act your wage, burnout, bore out, bullshit job. Donc on utilise beaucoup d'anglicismes. Donc en gros, la grande démission, la démission silencieuse, j'en fais autant que je suis payé. Bon, burnout, ça on connaît. Bullshit job, on comprend. J'ai l'impression qu'il y a un désamour du salariat, une crise salariale. Est-ce qu'à ton avis, on est en train de connaître une disparition du salariat tel qu'on l'a connu jusqu'à présent ? Je ne dis pas que le salariat va complètement... Est-ce que c'est la fin d'un cycle pour le salariat ? Alors, en France, je pense. Pourquoi ? Parce que le contrat de travail CDI a été traité de façon extrêmement particulière en France. Tu prends un salarié aux États-Unis, en Angleterre, enfin partout dans le monde en fait, si tu veux, sauf en France et dans quelques pays culturellement proches, il y avait assez peu de protection, une grande souplesse, et quelque part, il y avait un niveau de protection, oui, enfin, je viens de le dire, qui n'était pas le même. Du coup, c'était quand même quelque chose d'assez particulier, et si bien que quand on a encore un CDI en France, il peut y avoir des gens qui sont tenter de s'y accrocher parce qu'ils se disent peut-être que je m'ennuie, mais on peut pas me virer comme ça, si on me vire j'ai le temps de me retourner, j'ai des avantages, des trucs comme ça, si je renonce à ça, peut-être que je me remets en risque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, je ne sais pas si c'est une tendance ou si c'est un accident de parcours, mais on peut constater que depuis maintenant quelques années, quand on n'a pas de travail, le chômage est moins agréable. C'est-à-dire que, je ne dis pas que c'était agréable avant, mais en tout cas, il y avait un niveau de rémunération, une durée de rémunération et de prise en charge comment on peut dire, enfin, en gros, les solidarités fonctionnaient avec moins de conditions et plus longtemps et sur des montants plus élevés. Donc, il pouvait y avoir un sentiment de dire, quand je suis en CDI, pour me déboulonner, il faut y aller. Et 2, si jamais on me déboulonne, j'ai en plus vraiment le temps de me retourner parce que j'ai le chômage pendant longtemps et tout et tout. Je rajouterais une autre, pardon, excuse-moi de t'interrompre, je rajouterais une autre promesse. C'est 1, la linéarité des revenus, qui est une forme de sécurité telle que tu l'évoquais. Et 2, la promesse de l'entreprise, c'était de faire carrière dans l'entreprise. Ce qui n'est plus, dans un monde incertain comme on est aujourd'hui, ce qui n'est plus une sécurité. Donc peut-être que cette promesse-là s'est affaiblie aussi. Alors, donc si tu veux, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il pouvait y avoir une préférence objective à chercher un CDI. Et donc, à renoncer à tout un tas de formes de travail, de contrats, on va dire, différents, pour éviter ce risque. Plus ça va, et moins, j'allais dire, le contenu du CDI est protecteur, machin, truc et tout, et plus il y a des formes alternatives de travail qui s'en rapprochent.
Donc ça va peut-être jouer quelque chose. Ensuite, sur le salariat en général, et si on enlève ce prisme français, oui, peut-être que le bulletin de salaire va être différent, mais quelque part, si on devient tous freelance et qu'on se facture des choses, mais avec une pérennité et des choses comme ça, est-ce que ça sera fondamentalement différent ? Je ne sais pas. Enfin, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 250 ans, il n'y avait pas de salariés, quoi. Enfin, c'était des salariés à la journée, il n'y avait pas de week-end, de bidule, de trucs, c'était comme des consultants, sauf qu'ils étaient miséreux. Voilà. Peut-être que dans ce monde incertain dont je parlais, on a besoin de plus d'agilité, de souplesse, et que la vérité du jour n'étant économique, je parle du jour n'étant pas celle du lendemain, c'est bien pour les individus comme pour le collectif d'avoir cette liberté d'aller et venir et de plus travailler en mode projet selon les... Alors moi je pense qu'on a toujours eu besoin de souplesse et de machin, sauf qu'à un moment donné on s'est raconté une histoire qui n'était pas la même histoire que se racontaient d'autres peuples, hein. Je ne dis pas que la nôtre était moins bien que d'autres, mais on s'est dit, dans le système que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire avec des grandes entreprises, le modèle c'était vers lequel on avait l'impression de tendre, c'était de dire, bon en fait les entreprises vont être de plus en plus grosses, elles vont pouvoir embaucher les gens pendant très longtemps, donc en fait on va bétonner ça, on va apporter de la sécurité, et comme ça, comme on n'aura plus ce stress, on sera vachement bien. Voilà. Bon, à partir du moment où tu fais plus 30 ans dans la même boîte, mais où tu as envie de bouger, etc., il faut de la flexibilité. De l'autre côté, inversement, les entreprises, on a bien vu qu'il y a des moments... tout va bien, on embauche comme des dingues. D'autres moments, quand tu n'as plus la souplesse, ça affaiblit tout un tas d'entreprises qui sont parties, ça fait le chômage de masse, ça fait... Donc, j'ai pas l'impression que les entreprises, dans la grande masse, l'aient encore compris. On a discuté lors du déjeuner, on est encore sur la rétention des talents, qu'on appelle talents d'ailleurs, pour les valoriser maintenant, et puis de dire comment je les retiens, comment je les chéris, etc. Jusqu'à ce que tu aies un retournement de cycle où tout le monde veut virer tout le monde. Tu vois, si tu veux, c'est un peu, les rapports, ça reste de la séduction, donc c'est un peu comme en amour, hein. C'était Barbara qui disait pourquoi faut-il à chaque fois qu'on parle d'amour qu'on le fasse en disant jamais et toujours. C'est toujours la même chose. C'est que quand j'ai besoin d'embaucher, chez moi c'est vachement bien, on vous aime tous, en machin, et puis en fait, moi ce que je dis à chaque fois à un certain nombre de patrons et de managers, je dis ok, le jour où tu dois sortir 20% de tes effectifs parce que tu as un client qui te plante, parce que tu as un retournement de cycle économique, parce que tous les papouilles, les machins, les trucs qui sont complètement hors business, mais limite qui n'ont rien à faire avec un rapport, j'allais dire, sain et j'allais dire professionnel, comment tu vas raconter à la même personne que tu dis non, je suis pas ton patron, je suis ton pote, et puis on est là pour sauver le monde et le machin, tu lui dis comment qu'il va falloir qu'il s'en aille. Parce que c'est ça la réalité. C'est que, moi, si tous les start-upers qui t'expliquent que les arbres montent jusqu'au ciel, etc., très bien, on va attendre qu'ils aient pris 10 ans d'âge, et puis on verra. Voilà. Donc moi, je suis très précautionneux par rapport à ça. Dans les cycles qui vont haut, on a besoin de main-d'œuvre, et là, il faut séduire, il faut faire ça. Jusqu'où va la séduction ? Elle peut aller bien au-delà du mensonge. Donc attention à ce qu'on nous raconte sur... c'est les entreprises du CAC 40 qui sont des entreprises à mission, qui sont là pour sauver le monde, par exemple, ou tu parles de ces choses-là dans la tromperie, parce qu'on sait très bien que finalement la promesse reste la même. C'est d'abord et avant tout, comme tu l'as dit, des organisations qui sont là pour faire du profit, qui ne sont pas forcément des acteurs de changements sociétaux. Comment te dire ? Moi, je pense pas que les gros mentent plus que les petits, hein. Et que les individus. Je pense que on est tous d'abord des menteurs de bonne foi, hein, c'est-à-dire qu'on se raconte à nous-mêmes une histoire et qu'on oublie un petit peu de regarder ses pompes avant de parler aux autres. Bon. Après, moi j'ai connu des gens, un entrepreneur qui est tout seul en face de sa brosse à dents et de son rasoir, et il raconte déjà des conneries. Bon, donc on n'a pas besoin d'être une entreprise de 200 000 personnes, cotée en bourse, etc., pour tromper son monde. Et j'aurais même tendance à dire, à partir du moment où tu as une marque qui est pérenne, où tu as des actionnaires qui vont te regarder, où tu es fliqué par les journalistes ou les machins, moi je dirais même qu'un certain nombre de grandes entreprises sont beaucoup plus loyales par rapport à leurs employés que tout un tas de petites boîtes où on se dit tout ce qui est petit est gentil, puis en fait tu te rends compte que ça se passe pas comme ça, quoi. Donc il peut y avoir des entreprises de petite taille qui vont fonctionner de façon affinitaire en recrutant des gens qui se ressemblent, et là c'est très très simple d'avoir une mission.
Parce que à 50, tu vois, on peut se retrouver 50 avec une même conviction. Quand tu as 250 salariés dans 40 pays, 250 000 salariés dans 40 pays, que tu en as qui sont, tu vois, je prends deux écarts, l'Arabie Saoudite d'un côté, la Californie de l'autre, et que tu balances la journée des fiertés, c'est appliqué comment dans un cas et comment dans l'autre, tu vois. Donc ça, moi, je sous-estime pas la difficulté de la chose. C'est facile de dire il y a qu'à Faucon. Si moi, dans le 18e arrondissement, je me positionne sur le même sujet, avec 30 employés qui sont tous habitants du 18e arrondissement, ça sera beaucoup plus simple pour moi d'avoir un discours cohérent que je présenterai comme honnête. Voilà, c'est moins simple quand tu as des cultures très différentes, avec des réalités sociales qui sont extrêmement éparses et diverses. Voilà. Ok. Toi, tu as créé aussi des entreprises qui sont encore petites, je ne sais pas, c'est pas un jugement de valeur, ce que je veux dire, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas 250 000 employés, en tout cas. Mais sur les déviations, justement, c'est quoi comment tu pourrais nous expliquer très simplement ce qu'est la mission des déviations ? Alors, la mission des déviations, elle est super simple. Elle est de raconter des histoires de vie positives de gens qui ont changé, qui ont décidé à un moment donné, comme tu l'as dit toi-même, d'être acteurs un petit peu de leur vie, d'être capitaine de leur vie, mais en tout cas d'exercer leur liberté de changement et de dire, voilà, pour des raisons subies, pour des raisons délibérées ou je ne sais quoi, de dire j'avais une vie et un schéma de vie qui était tout tracé, j'ai décidé de faire autrement. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que tout ça c'est né d'un débat que j'ai eu avec la cofondatrice, qui n'est plus dans l'entreprise. Je lui ai racheté ses parts 1 an et demi après le début, où moi je voulais quelque chose de vraiment positif. J'en avais marre de tous ces médias qu'on leur positionnement, j'ai pas de problème, mais où on passe sa vie à dire que tout est pourri, à dire qu'il n'y a qu'à Faucon, que les gens sont méchants, que les trains n'arrivent pas à l'heure, etc. Bon, ok. Moi, je voulais montrer que notre époque, et je m'en rends bien compte en tant qu'historien, elle est juste extraordinaire. On a effectivement des grands défis, on a des grandes menaces, mais comme toutes les époques. Et on ne crève pas de faim. Hein. On ne meurt pas du typhus à 3 ans. La dernière fois, je me rappelle, j'étais dans une conférence où il y avait tout un tas de jeunes gens et je me suis fait interpeller par quelqu'un qui a dit « Oui, mais bon, quand même, avant... aujourd'hui, on est une génération sacrifiée, etc. » Et puis j'ai dit « Bon, écoutez, vous regardez autour de vous, là, et vous imaginez que la moitié des gens meurent. Comme ça. Voilà. Déjà, ça, c'est la mortalité infantile. Donc, je ne sais pas si on est moins bien, mieux, machin, truc et tout. Je critique pas les souffrances, je critique pas tout ce qu'il faut faire. Je constate simplement qu'il y a entre la moitié et les 2/3 des personnes qui sont vos camarades qui n'auraient pas dépassé l'âge de 3 à 5 ans. Bon, donc elle est pas si dramatique, notre époque. Il y a bien sûr beaucoup de choses à faire, mais par rapport à d'autres, voilà. Donc, je ne sais plus d'ailleurs pourquoi je te dis tout ça. Non, je parlais de la mission. En gros, tu me disais que tu en avais marre des histoires. Tu voulais un récit plus positif, une conspiration positive. Exactement. En disant l'époque n'a ni tort ni raison, elle est, point. Exactement. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et en fait, si tu veux, qu'est-ce qu'on en fait ? Tu as 2 façons de le faire. Soit tu fais venir John consultant qui va t'expliquer ce qu'il faut, comment, pourquoi, comment ça se passe, etc. Soit tu vas voir monsieur et madame Michu et tu dis dis donc, t'étais plombier, t'es devenu agriculteur, t'étais banquier, t'es devenu œnologue, t'étais danseuse, t'as acheté un bureau de tabac, je sais pas quoi. Raconte ta vie. Et en fait, c'est hyper rafraîchissant. Parce que c'est des non-spécialistes, des non-professionnels, qui vont utiliser des mots de tous les jours, pas de jargonneux comme on voit dans les trucs RH. Et du coup, ça touche les gens, parce qu'ils se disent, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est moi, que c'est ma petite sœur. Oui, puis c'est pas édulcoré avec que la success story de celui qui a fini. Voilà, c'est les galères, les questionnements et doutes, mais... D'ailleurs, ceux qui marchent le mieux, c'est ceux où il y a vraiment une sincérité, il y a une transparence, des choses. Alors après,
les gens racontent bien ce qu'ils veulent nous raconter. Hein. Eux aussi, ils refont leur histoire. Eux aussi, ils se racontent leur histoire. Bien sûr. Mais donc ça, nous, on n'a absolument pas la prétention d'être objectif, mais on veut juste livrer ces témoignages. Ça inspire des gens. Et après, la phase numéro 2, c'était de dire, quand on est contacté par beaucoup de gens qui disent « Aidez-moi, comment vous pouvez m'aider moi-même à changer de vie ?» on est tenté de se dire on va essayer, quoi. Donc, qu'est-ce que vous avez, j'ai pu noter, mais plus de 500 témoignages largement peut-être maintenant, entre l'écrit qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez réussi à dégager quelques apprentissages, sans parler de modélisation, mais voilà, c'est quoi les patterns? Est-ce qu'il y a un profil un profil type de personnes qui ont entrepris? Est-ce que c'est plus subi que choisi? Enfin, moi, j'ai 1000 questions qui me viennent là-dessus. Tu dis entreprendre ou changement de vie? Entreprendre au sens changer de vie, pas forcément au sens entrepreneurial. Alors, on a vachement réfléchi à ça. On en a sorti d'ailleurs notre premier magazine, qui est quasiment un bouquin. Ça s'appelle Changement de vie, et si on faisait le point, la quête de sens, changement de vie, et si on faisait le point. Donc là, sur 196 pages, on a vachement réfléchi à ça, et on a essayé de présenter à la communauté ce qu'on avait appris à l'époque, on devait bien avoir 400 ou 500 témoignages déjà. Et c'est vrai que il y a quand même des grandes tendances. Alors, il y a un déterminisme dont on vient de parler, donc je ne reviendrai pas dessus, mais on n'a pas la même approche du changement de vie quand on est l'enfant d'une civilisation qui n'en fait plus beaucoup et qui n'a pas de problème matériel, que quand tu nais dans une famille extrêmement nombreuse, rurale, dans un pays du Sud. Bon, où là, n'ayant pas le même sens de la vie, tu n'as pas nécessairement la même volonté et la même façon de changer de vie. Voilà. Donc un déterminisme, on va dire, culturel, social, etc. Ensuite, tu as souvent un processus qui commence à l'enfance par projection. Les enfants occidentaux ne travaillent pas. Enfin, ils travaillent, ils étudient, mais ils ne travaillent pas. Je veux dire, on n'est pas obligé de gagner notre vie, en général. Donc, on va se construire jusqu'à un âge assez avancé, en se disant tout ça a une finalité pour que moi aussi je travaille. Et donc on va complètement fantasmer notre vie professionnelle. Et on va se dire, et en fait on a des repères, mais on ne sait pas ce qu'ils font ces gens. Tu vois, t'as ton oncle, ta tante, ton machin, tu fantasmes un idéal. Tu vas dire, moi je serai comme lui, je serai comme elle, je serai comme machin. Mais tu n'en sais rien. Tu fais plein d'études pour essayer de dire je serai comme lui, mais tu sais toujours pas le truc, donc tu t'engages quand même vers un investissement de ta personne pendant des années pour être chirurgien, tu vois, je sais pas quoi. Ou dans le marketing, ou dans je sais pas quoi. Et après, commence la vraie vie. Et donc, c'est là où tu te rends compte si le métier que tu as voulu faire, le fait de te projeter dans un schéma social où tu te maries, tu as un chien ou une grande maison ou pas, tout ça, c'est l'histoire que tu t'es racontée. Donc ça, elle va nourrir ta légende. Et après, tu as la réalité. Et ensuite, soit tu as du bol et c'est exactement comme tu pensais. Soit, dans la plupart des cas, c'est pas complètement ça. Tu trouves que c'est même mieux, super. Tu trouves que c'est pas bien du tout, après, quelle est la puissance de ton déni? À quel moment tu vas te dire, à quoi bon? Est-ce que tu vas décider de t'adapter et changer toi-même pour ressembler à ton modèle, ou est-ce qu'à un moment donné, à force de dire non, c'est ça, à un moment, tu as quelque chose qui va arriver que tu vas t'arrêter. Et puis l'évolution du contexte, on en parlait à midi, l'expert comptable qui finit sa carrière expert comptable, quoi, et ça peut lui plaire en début de carrière, on peut aussi changer par envie parce que, c'est plus le métier qui nous appelle, c'est plus l'activité de ce qu'on fait au quotidien, mais c'est quelque chose de plus fort, quoi. Oui, mais si tu veux, en fait, tout est narration. C'est ça le problème. Le problème est en même temps la beauté du truc. C'est que nous, on se la raconte, quoi. Appelle ça comme tu veux. On a l'impression d'exister dans l'œil de l'autre par un certain nombre d'éléments concrets qu'on sert aux gens.
Donc, j'ai une grande maison, ça veut dire que ça va bien, ça veut dire que machin, ça veut dire que j'ai du talent, ça veut dire que bon, non, alors moi je bosse dans telle boîte et puis je fais je bosse pour la Croix-Rouge, donc je suis forcément généreux, et puis je vote comme ça, donc ça veut dire que, tu vois, tous les gens qui passent leur vie sur les médias sociaux ou au bistrot ou n'importe où à raconter ce qu'ils font et tout, c'est quoi ? Ils servent leur identité pour plaire aux gens autour ou pour se rassurer eux-mêmes. C'est ça la condition humaine. Donc le sujet, c'est que notre travail et notre vie telle qu'elle est faite, rentre dans cette narration. Donc, quelle est ta capacité personnelle à dire « ma narration, elle ne me convient plus, je la fais évoluer, ou alors je la renie. Ou alors, à quoi bon, moi je m'en fous de comment je me sens et machin, je suis là pour servir ma narration, parce que finalement c'est la seule chose que j'ai, et auquel je tiens. » Du coup, je me dis que quand je t'écoute, puisque tout est que narration et l'histoire que l'on se raconte, le fait de récolter ces témoignages, ça a un bénéfice certainement pour la personne qui témoigne elle-même, parce que sans parler de catharsis, mais il y a quand même un côté thérapeutique presque dans le fait de raconter et de partager son histoire telle qu'on l'a vécue. Alors ça, je suis bien incapable de te répondre sur... nous, on a eu beaucoup de remerciements de gens qui étaient effectivement heureux d'avoir fait l'exercice. Notamment, je me souviens d'une personne qui a eu un témoignage qui a très bien marché, qui a fait presque 5 millions de vues, même plus de 5 millions de vues. Et on est retourné la voir 3 ans après et tout, et c'est quelqu'un de très posé, très réfléchi sur sa vie, sur pourquoi elle a changé, etc. Et elle nous a expliqué que ça l'avait elle-même vachement structurée dans sa démarche et rassurée. Et en même temps que le fait que beaucoup de gens viennent vers elle en disant, en allant chercher des conseils, ça avait nourri son sentiment d'utilité. Donc ça lui a fait beaucoup de bien. Pour d'autres personnes, je dois t'avouer que, après c'est mon ressenti, c'est des gens qui vont expliquer pourquoi ils ont changé, qu'avant c'était des sales cons et que maintenant ils ont vu la lumière. Il y en a quand même un certain nombre, je peux te dire qu'ils n'ont pas vu la lumière. C'est que tu écoutes simplement la façon dont ils se racontent, et puis tu vas prendre un café après, et puis tu les revois 2-3 fois, et tu te rends compte que les problèmes qu'ils ont objectivement identifiés sur la personnalité qu'ils avaient avant leur déviation, ils les ont encore. Et en général, ces gens-là deviennent coachs. Alors, j'en sais rien. Mais non, il paraît que ça fait partie de la thérapie d'un burn-out, c'est d'aider les autres après en disant moi je m'en suis sorti et je vais aider les autres à travers ce que j'ai traversé. Il y en a un certain nombre, je vais dire, ils t'expliquent pourquoi ils ont eu un problème et ils l'ont encore. Tu vois, avant vraiment je voulais écraser les autres, maintenant j'ai compris que alors t'as de la bienveillance partout dans la bouche, mais t'en as pas ailleurs. Voilà, donc je pense que ça a fait du bien à certains. À d'autres, ça a simplement servi leur narcissisme. Voilà. Mais on le fait pas, j'allais dire. Je pense que ça fait plus de bien aux gens qui les écoutent. Et puis bon, nous, ça nous fait du bien aussi parce qu'on voit de tout. Et je pense que moi qui aime bien les trucs un peu intello, un peu recherche, un peu bidule, quand tu vas et que tu commences à écrire quelque chose sur l'âme humaine parce que tu connais 15 personnes et que tu as lu 10 bouquins, bon, quand on a commencé à en écouter 800, tu as un peu plus de recul. Quels seraient les conseils conseils pas forcément à titre personnel, mais sur l'appui de ce que vous avez pu récolter, je pense aux auditeurs, auditrices qui sont en questionnement sur leur propre changement de vie, etc. Ce serait quoi les bons repères ou les bonnes réflexes, les bonnes pratiques ? Ça peut être juste de ton témoignage personnel d'ailleurs. Numéro 1, connais-toi toi-même. Ça, c'est le premier élément, c'est que les gens, je parlais de narration, mais il faut prendre du recul par rapport à soi, par rapport à la construction de sa vie, par rapport à ce qui nous entoure. Faut pas oublier une chose, c'est que quand on a envie de changer de vie, ça veut dire qu'on n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, parfois on n'a pas les bons réflexes en tête. Donc moi j'ai vu de mes propres yeux des événements qu'on avait organisés. Je me rappelle une fois, il y a deux femmes qui sont venues. Il y en a une qui l'avait un peu traîné au truc, et puis je lui ai dit alors qu'est-ce que vous faites ? Je fais ça. Ok, vous voulez faire quoi ? Moi je veux faire ça. Ok, et puis l'autre dit moi aussi. Et en fait 3 questions après, on voyait tout de suite que c'était par mimétisme, parce que la fille était complètement paumée.
Et que, comme sa meilleure copine, en qui elle avait toute confiance, s'est dit ça, on est copines, je vais faire la même chose. Donc, connais-toi toi-même, pardon, excuse-moi, c'est la question de l'introspection, finalement, c'est peut-être un gros mot, l'introspection, j'en sais rien, mais qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, pour toi? Connaître ses blessures, connaître ses goûts profonds, comment on fait ça? Je me mets à la place de quelqu'un qui, peut-être comme toi, a 4 enfants, qui est débordé par son boulot et qui ressent une tension. C'est quoi? Il faut se libérer du temps pour soi, il faut partir à l'autre bout du monde. Comment on fait ça? Écoute, je crois que chacun a un peu sa secret sauce, comme on dit dans le Cantal. Comment tu fais toi, tiens, pour rester inspiré, parce que c'est le travail d'une vie finalement? Alors, c'est quoi ta secret sauce à toi? Moi, j'alterne. D'abord, j'ai énormément travaillé sur moi, à toutes les époques de la vie. Au début, sans même le savoir. J'étais gamin, j'avais énormément d'énergie. J'en ai toujours beaucoup d'ailleurs. Mais j'avais très peu confiance en moi. Donc, j'ai lu l'article où t'en parlais. Ouais. Voilà. Donc en fait, quand tu te confrontes à avoir une énergie qui te fait faire des trucs, mais en même temps, immédiatement, au moment où tu le fais, t'as honte parce que les autres te critiquent, machin. Là. Une critique, c'était pour moi un coup. Quoi. Toi, tu partais, t'étais un peu impulsif, tu partais. Alors ça pouvait soit ça se passait mal pour le mec qui critiquait, soit ça me démolissait pendant un moment. Et au bout d'un moment, si tu veux, à force d'encaisser ça, tu te relèves et tu dis non mais attends, d'abord le mec peut-être qu'il sait pas ce qu'il dit, 2, il a pas forcément voulu être méchant, donc faut pas le prendre comme ça, et puis tu te construis comme ça, et donc tu construis ta confiance petit à petit, et tu apprends à te connaître en te disant voilà, quels sont mes penchants sur lesquels je peux capitaliser, quels sont les penchants sur lesquels je dois me méfier, enfin desquels je dois me méfier. Et ça, encore une fois, tu les apprends parce que t'as pas envie d'avoir mal, tu vois. C'est un gamin, il se rend compte qu'une plaque chauffante, faut pas mettre la main dessus parce qu'il s'est brûlé. Toi, c'est le sport qui t'a aidé au début? Alors moi, le sport m'a beaucoup aidé parce que c'est un élément de canalisation de l'énergie qui fait que quand t'en consommes, t'en as moins pour t'énerver. Non ensuite, ça m'a confronté à la compétition. Et quand tu es en compétition, t'apprends que c'est dur pour tout le monde, que tu as ta chance, que parfois tu gagnes, parfois tu perds et que c'est pas dramatique. Et quand tu gagnes, c'est aussi éphémère et que ça sert à rien d'écraser tout le monde. Enfin, c'est une très bonne école pour ça. Voilà. Donc, à partir du moment où tu commences à te connaître comme ça par construction et socialement, parce que j'ai toujours eu le goût des autres, donc je me suis confronté à des gens qui parfois où j'aimais pas ce qu'ils me disaient, mais au moins j'avais ce côté qui faisait que j'allais vers eux. En apprenant ça, tu te rends compte de l'image que tu projettes, de comment tu la ressens et de comment tu peux un minimum la contrôler, quoi. Voilà, et te dire quand j'ai envie de quelque chose, voilà comment je vais m'organiser pour l'avoir. Et donc la conclusion en ce qui me concerne, c'est d'alterner 2 moments quasiment opposés, c'est-à-dire j'aime bien l'exercice qu'on fait en ce moment, j'aime bien discuter, parler d'un sujet, etc. J'aime bien le faire en public, avec des gens, échanger, les soirées où il y a plein de monde, tu rencontres des gens, tu rigoles, j'aime bien cette interaction. Et j'aime bien également, à un moment donné, couper avec ça, me retrouver tout seul au milieu de la forêt à marcher, à réfléchir, à être seul avec moi-même et à prendre le temps d'écrire, de sédimenter un petit peu ces choses-là. Et ça fait une boucle qui va de l'action du côté très animal, très instinctif, où tu as plein d'infos, de machin truc, c'est du tac au tac parce que tu es dans la foule, je dors dessus, j'analyse mon truc, je l'écris, je le théorise, je fais ça, et ensuite, la prochaine fois que j'y retourne dans la foule, je me suis dit quelque chose et je vais le tester. Et donc, en fait, j'ai cette boucle de je théorise, je vais à la pratique amende ma théorie, je rethéorise, je machin, un truc comme ça, qui fait qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai appris à me connaître. Ça m'est personnel. Il y en a d'autres, ils vont être beaucoup plus solitaires, ou d'autres uniquement dans la foule, et c'est très bien pour eux. Après, cet équilibre dont tu parles, chacun le cultive comme il veut, effectivement, mais c'est le principe de la musculation, finalement, contraction, décontraction, c'est l'alternance entre la réflexion, l'échange et l'action qui
qui fait aussi qu'on progresse, qu'on valide ses acquis, ou pas. Ouais, mais après, t'as des gens qui sont très heureux parce qu'ils se posent surtout aucune question. Hein. Ah, ça c'est une grande question. Le bonheur est-il dans l'ignorance? Mais ce sera peut-être pour un autre entretien. Non, mais des fois, tu vois, moi dis... je respecte tout. Non, mais je me pose beaucoup de questions moi-même, parfois trop. Et je pense Ouais. que l'introspection, comme tout, a ses limites. Je pense que ne jamais se poser de questions, c'est passer à côté de quelque chose dans la vie, mais que des fois, trop s'en poser, c'est se faire des nœuds au cerveau et c'est pas forcément sain non plus, quoi. Enfin, moi, écoute, encore une fois, hein, je respecte tous les points de vue et je veux surtout pas donner de leçons, même si moi j'ai trouvé ma façon de faire, qui fait quand même qu'à la fin, parfois je fais des conneries. Hein. Parmi les gens les plus heureux que je connaisse, il y a des gens qui se posent pas beaucoup de questions, quoi. Voilà, ils sont dans l'instant et ça leur va très bien. Donc, si tu veux, en fonction de qui on est, il faut faire cet effort de voir ça, et plus tu vas être rationnel là-dessus, plus tu vas te connaître, plus tu vas être lucide sur les actions et sur ton changement de vie et sur qu'est-ce que je veux vraiment. Sinon, en fait, tu vas soigner une image. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui veulent faire ces déviations, etc., le font pas par rapport à eux, ils le font par rapport à la personne qu'ils voudraient être et à laquelle ils voudraient ressembler et qu'ils ont intellectualisé, mais c'est pas eux. Tu vois, tous ces gens qui disent « ça y est, j'ai trouvé qui je suis ». Écoute, bravo pour toi. Parce que si eux, on change 10 fois par jour. Donc, il y a des moments où je suis en colère, il y a des moments pas du tout, il y a des moments où je suis drôle, il y a des moments où je suis complètement débile, il y a des moments où je suis maladroit, il y a des moments où je suis d'une finesse remarquable, et tout ça, ça donne une sorte une personnalité, plus ou moins comme ci ou comme ça, en fonction du temps, de l'âge, des événements et des choses comme ça. Et après, tout ça, en plus, doit être soumis à un milieu. Tu vois, on te prend tel que tu es dans ton événement et on te déracine, on te met à l'autre bout du monde dans une culture qui n'a rien à voir. Tu seras pas le même. Tu seras pas le même. La notion d'identité, enferme et finalement très, très fugace. Ok, qu'est-ce que j'ai oublié ça, on a déjà... T'es un bon client, hein, tu couvres déjà pas mal de mes questions, tu les anticipes. Il y a cette partie qui me tient à cœur, si tu as encore un petit peu de temps à m'accorder. C'est cette partie donc, qui concerne le FFI, donc Force Française de l'Industrie, que tu as cofondé, ça fait combien de temps, non? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc petit clin d'œil aux Forces Françaises de l'Intérieur, à la Résistance. Donc tu veux nous expliquer déjà un petit peu le pourquoi de cet engagement? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? Est-ce que c'est familial ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert, cet amour pour l'industrie ou cette... Alors oui, moi je dirais que c'est culturello-familial, hein, c'est-à-dire que je me rappelle très bien d'un de mes grands-pères qui s'achetait toujours des voitures françaises, machin truc. T'as vu que j'ai mis une marinière bleu, blanc, rouge. Magnifique. Et qui me racontait que lui, il n'envisageait pas d'acheter une voiture étrangère parce que il voulait que ça fasse bosser les mecs de l'usine d'à côté. Bon, alors après, moi je suis absolument pas un ayatollah du Made in France. Moi-même, j'achète des trucs qui sont absolument pas Made in France et à aucun moment j'ai dit t'as acheté si bon. Alors mes enfants si, quand ils achètent du Shine ou des choses comme ça me fait de la peine, mais enfin malheureusement parfois je ne sais pas tout. Voilà. Alors une conviction, on va dire patriotique, et une réflexion d'ailleurs sur la société qui est de dire voilà, moi je me pose souvent cette question, qu'est-ce qui va faire, c'est quoi notre bien commun? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être solidaire? Donc on a parlé de grandes religions, on a parlé d'affinités, on a parlé de politique, de choses comme ça. Voilà, à un moment donné, il y a eu ce concept de nation qui est apparu, hein, qui n'a pas toujours été existant, parce que c'est quelque chose qui est né justement avec la Révolution, qui a généré parfois des excès épouvantables. Hein. Mais cette notion de nation, c'est quelque chose qui m'est assez cher. Et où finalement moi je me sens français pour un certain nombre de raisons, je me sens une solidarité avec mes compatriotes, donc on peut aimer ce qui fait notre truc, supporter l'équipe de France, dire des conneries au bistrot et chanter la Marseillaise, sans détester les gens qui jouent au Portugal ou je sais pas où, quoi. Voilà. Donc c'est un truc qui est sympa, qui est important pour moi. Alors moi j'ai une famille
qui est binationale, hein, puisque mon épouse est d'origine africaine, et donc on a 4 enfants métis. Donc c'est aussi quelque chose, voilà, qui a complètement structuré notre couple, et où à certains moments on a dû se poser des questions. Voilà, c'est comment on élève nos enfants, quels choix on fait ensemble, pourquoi, comment et tout. Donc on va dire, ça a nourri cette réflexion autour de ce sentiment patriotique. Et du coup, il y a des moments où je me disais, si je peux acheter un truc made in France, que ça coûte pas le triple, hein, évidemment, je serais content de pouvoir le faire parce que c'est bien. Je trouvais que c'était bien. Puis un beau jour, à l'époque, je mettais des costumes tous les jours parce que j'étais dans un métier très sérieux. Et puis j'écoutais BFM Business à la radio, parce qu'il fallait s'informer de tout ce qui se passait dans l'univers business, le matin, donc en allant au bureau. Et puis j'entendais sur les ondes les pubs pour Smuggler, le costumier français fabriqué à Limoges et tout. Puis alors j'ai dit, je mets des costards du même prix, sauf que c'est pas made in France. Alors j'ai dit, allez, hop, je vais faire ça. Et j'ai commencé à me fringuer en Smuggler pendant des années. Et un beau jour, j'ai rencontré Gilles Attaf, qui était patron de Smuggler, et qui a lui-même lancé ce truc en disant Made in France, tout ça, qui lui, alors je me fous de lui à chaque fois en disant que c'est l'Obélix du Made in France, parce que comme Obélix, il n'y a pas besoin de prendre de potions magiques, il est tombé dedans quand il était petit, quoi. Alors que nous, parfois, on a quand même obligé de, tu vois, j'ai une montre qui n'est pas française, là. Lui, impossible. Quand il a fait ça, ça lui irrite la peau, tu vois. Donc, c'est un peu notre maître là-dessus à tout, tu vois, notre boussole. Et donc, un beau jour, il me dit, parce que moi j'avais vendu ma boîte en question, là, justement, et je commençais à investir dans des métiers plus traditionnels, parce que je trouvais que c'était des beaux métiers sur lesquels on investissait assez peu. Il y avait plein de talents en France, et c'était quand même un peu con de ne pas investir dessus, alors qu'on passe tous notre vie à investir dans les startups qui marchent ou pas, d'ailleurs. Et je me suis dit, bon, très bien, là j'ai des compatriotes qui veulent lancer des boîtes, des restos, des machins, des trucs, pourquoi je les aiderais pas, pourquoi j'investirais pas avec eux? Donc j'ai commencé à faire ça. Régulièrement, je réunissais des copains pour voir des nouveaux projets, et on disait, on investit pas et tout. Et donc ça faisait un petit club, quoi. Et un beau jour, Gilles me dit, Laurent, il se passe rien entre les 2 grands événements de la communauté Made in France, qui sont les assises du produire en France et le salon du Made in France. Il faudrait qu'on lance un club, j'aimerais bien lancer un club, est-ce que tu peux m'aider? Je dis, écoute, très bien, on lance un petit club, là, et on en fait quelque chose, toi, là. Et puis, j'ai demandé au 3e larron, qui est Emmanuel Delot, qui lui avait déjà lancé plusieurs clubs avec des entrepreneurs français à l'étranger. Et je lui ai dit, écoute, ce serait bien d'avoir un professionnel de la profession. Donc, il est venu avec nous, et donc, à 3, on a créé les Forces françaises de l'industrie. Donc le nom est sorti d'un brainstorming où on disait beaucoup de conneries, et on a trouvé ça marrant, et en même temps ça faisait sens, parce que l'idée c'était de faire quelque chose d'un peu gaulien, quoi, qui rassemble, et d'ailleurs c'est une idée de Gilles, ça a été de dire finalement les FFI qui ont été installés par le général de Gaulle, ça n'a pas inventé la résistance. Il y avait des résistants avant, mais c'était plus pour dire, bon voilà, il y a des communistes, il y a des patriotes, il y a des machins, il y a ça a fédéré, quoi. Ça fédère, voilà. Donc on était là pour réunir ceux qu'on a estimés être les nouveaux résistants, c'est-à-dire des gens qui avaient choisi de ne pas délocaliser, alors que objectivement tout était fait pour, hein, de la fiscalité aux normes en passant par je sais pas quoi. Et donc voilà. Et donc on a dit, voilà, la France a besoin d'un ascenseur social, elle a besoin de refaire cohésion, elle a besoin que, plutôt que s'envoyer des cocktails Molotov à travers la tronche, qu'on soit tous autour d'un projet. On a de plus en plus, tu as parlé beaucoup du travail, on a besoin de voir des trucs concrets qui sortent, et puis surtout on a un énorme défi climatique. Alors qu'est-ce qu'on met derrière le terme d'industrie? Parce que je t'ai entendu dans un entretien dire l'artisanat a belle presse maintenant parce qu'il y a ce côté noble de faire avec la main. Toi, tu dis l'industrie, c'est à dépoussiérer aussi. Oui. Mais on n'a pas vocation à faire revenir les usines polluantes pleines de fumée de Chine pour les réimplanter en France. C'est pas ça le projet. Quel type d'industrie tu sembles souhaitable, et pour le sens au travail, et puis pour notre économie ou pour notre... Alors, quelle industrie tu sembles souhaitable pour la France? Bon, d'abord, je pense qu'il est souhaitable de remettre à leur place
et de les valoriser à nouveau, tous les métiers de production, que ça soit l'agriculture, que ça soit l'artisanat, que ça soit les métiers industriels. Parce que ce sont des métiers nobles, parce qu'on peut avoir énormément de talent pour faire ces choses sans nécessairement avoir de grands diplômes universitaires, machin, l'un n'empêche pas l'autre non plus, et que je pense qu'on a pendant beaucoup trop longtemps en France estimé que si on était un intellectuel, il fallait surtout pas travailler de ses mains. Et inversement, quelqu'un qui travaille de ses mains était par définition quelqu'un qui n'était pas intellectuel et qui n'était pas intelligent. Donc c'est pas vrai. Quand on travaille avec ses mains, on travaille avec sa tête, n'est-ce pas ? Exactement. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour des gens qui arrivent à faire des trucs que je suis incapable de faire et qui peut-être n'ont pas lu tous les bouquins que j'ai lus, mais en attendant, ils ont des trucs à m'apprendre dans la vie. Non, puis je pense que ça fait partie de la crise de sens. C'est aussi qu'à force de produire des tableaux Excel et de passer son temps en réunion, on voit plus qu'on produit. C'est le vaccin numéro 1 sur le bore-out. Test numéro 1 pour le bullshit job. Essaye de raconter ce que tu fais, la valeur que tu produis à un enfant de 10 ans. Et si tu n'arrives pas à lui expliquer, c'est que... voilà. Pardon, donc, je t'ai interrompu. Donc ça, c'est un premier truc. Travailler de ses mains, c'est noble. Il faut le rappeler. Et il faut qu'on arrête ce côté... j'allais dire culturel français, mais qui nous accompagne depuis des millénaires, qui est le snobisme. Ah, ça ne me mérite pas, ça me mérite, ça c'est digne, ça c'est indigne. Bah non, voilà. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, moi j'ai fait beaucoup d'histoire économique, encore une fois, la misère, c'était jusqu'à la révolution industrielle. À partir de la révolution industrielle, alors pas immédiatement, parce qu'il y a eu beaucoup de misère du fait de la mécanisation de l'agriculture qui a enlevé tout un tas de jobs qui ensuite sont venus s'entasser dans les centres urbains pour gagner un salaire de misère. Mais très rapidement, en quelques décennies, nonobstant les guerres, il y a une création de valeur, une création de richesse extraordinaire. Et ça, c'est dû à ce concentré d'intelligence humaine qui se matérialise par l'industrie. C'est-à-dire de se dire comment je peux faire mieux avec un même niveau de qualité, faire plus vite, consommant moins de ressources, voilà. Et donc, du coup, à la fin, en vendant moins cher, tout en gagnant de l'argent. L'économie d'échelle. L'économie d'échelle. Et ça, c'est ça qui a fait les progrès de la médecine, les progrès de machin, et qui a fait que notre existence est aujourd'hui confortable. Alors, ça a créé un certain nombre de problèmes. L'industrie a été extrêmement polluante. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'elle va rester un problème comme elle l'a été à une époque ? Ou est-ce qu'elle va être la clé de ce problème ? Est-ce qu'elle va apporter elle-même des solutions ? Donc là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent le progrès technique, c'est mort, c'est l'ennemi, et ça reste le problème, et donc il faut décroître. Et il y a ceux qui, comme moi, sont des optimistes et disent l'humanité a toujours réussi à trouver des sujets. Simplement, avant, jusqu'à récemment, on parlait très très peu de réchauffement climatique et de choses comme ça. C'est arrivé de façon progressive. Aujourd'hui, c'est identifié comme le problème numéro 1. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que tout ce concentré d'intelligence va se mettre à régler ce problème-là, ou au contraire, il va l'aggraver. Voilà. Donc moi, je prétends qu'il peut être une des solutions, pas seul, mais ça fait partie de cette clé. Et en tout cas, ce que je sais de façon absolument certaine, c'est qu'à consommation constante, je ne dis pas qu'il faut garder ce niveau de consommation, mais un produit qui est fait en circuit court, qui est réparable, économie circulaire, et qui va faire appel à des sources d'énergie moins carbonées, je ne dis pas décarbonées, parce que j'en vois pas beaucoup qui ne le soient absolument pas, c'est tout de même mieux qu'un truc qui est fait à l'autre bout du monde, de façon n'importe comment, et qui en plus doit être ramené dans mon centre de consommation, et qui par ailleurs crée des problèmes sociaux, parce que ça enlève le boulot de mon voisin. Voilà. Alors, je reviens à ma question. Quel type d'activité tu penses souhaitable ? Est-ce que c'est de l'industrie de pointe, donc de la technologie ? Est-ce que c'est d'abord et avant tout les matériaux de nécessité première ? Qu'est-ce qu'on se souhaite ? J'ai du mal à... Alors moi, je suis très libéral pour ça. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est qu'il faut créer les conditions. Et ensuite, il y a des mecs vachement intelligents qui connaissent vachement leur métier, qui vont dire « moi, je veux investir mon usine en France ». Là, en ce moment, il y a les batteries qui arrivent, des machins... Est-ce que
c'est éphémère parce que le véhicule à hydrogène va venir ou parce qu'on n'aura pas les moyens de produire assez d'électricité. Ou... Il y a 1000 enjeux qui sont tellement compliqués. J'en sais rien. Je me fais l'avocat du diable, mais parler de wishful thinking, des fois, il y a un peu de ça. Oui, on va créer une industrie plus propre, plus sobre, circuit court, avec plus d'avantages sociaux, mais il y a quand même... On est sur une logique planétaire. C'est pas économiquement viable via d'autres pays qui sont beaucoup plus agressifs, etc. Il y a la logique économique. Comment on fait pour... Oui, mais tu sais, on a parlé de sens et de valeur. La consommation, elle a son mot à dire. Je pense qu'on va rentrer... Alors, on y est déjà au moins dans les discours. Dans la réalité, c'est différent. C'est la consommation éthique. Je dis pas que... je ne crois pas au génie d'un peuple. Qu'est-ce qui va faire que nous, en France, ça sera forcément mieux que ce qui est fait en Chine? Les Chinois, ils bossent vachement bien. Hein. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui a une conscience écologique va continuer à se dire que le produit qu'il veut acheter là, c'est bien qu'il vienne de l'autre bout du monde? Est-ce que quelqu'un qui a une conscience sociale, qui a dit c'est pas possible les retraites, il faut ci, il faut ça, et qui va vouloir les entretenir, va continuer à penser que c'est possible, c'est sustainable, comme on dit chez nos amis. Est-ce que c'est maintenable de ne pas payer le mec qui est en face de toi? Donc ça dépend de la société que tu veux. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de sortir du monde de la marque. C'est-à-dire, je donne une personnalité à ma marque, et après ce qui se passe derrière, on s'en fout, si je produis à l'autre bout du monde et tout. On va revenir à une sorte de transparence où on va avoir besoin de sentir les racines d'un produit. C'est fait par qui? Comment? Est-ce que ça utilise des gens quasi en esclavage parce que répression dans un coin d'un certain pays? Est-ce que ça fait bosser des gens qui sont incarcérés? Est-ce que ça fait travailler des enfants? Est-ce que dans cette entreprise, les femmes sont payées 10 fois moins que les hommes? Est-ce que... Enfin, tu vois, on va se poser ces questions-là. On reste quand même assez hypocrite en tant que consommateur. Hein. C'est-à-dire que si tu écoutes ce que les gens disent, tout le monde est passé au Made in France, à la consommation responsable, etc. Il y a des choses qui sont en train de s'organiser. Moi, je regarde beaucoup l'économie circulaire. C'est une économie qui doit aussi gagner en industrialisation parce qu'on arrivera à faire baisser des coûts. Il y a aujourd'hui des gens qui disent « Moi, je suis tout à fait pour consommer plus responsable, mais c'est 2 fois plus cher. » Si par le capital intensif qu'est l'industrie, par se concentrer de technologie, de machin, on arrive à faire quelque chose d'aussi circulaire, mais en même temps qui est abordable, on va régler beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, pas tous, hein. On ne réglera pas tous les problèmes, et pas probablement aussi vite. Et moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas si ça ira assez vite, je ne sais pas jusqu'où les dérèglements climatiques iront, je ne sais pas tout ça. Je suis très humble par rapport à ça, j'y connais pas grand-chose finalement. J'ai des convictions, mais ça va pas plus loin que ça. Est-ce que ça peut favoriser aussi la réconciliation avec nos territoires, avec la ruralité, et le pendant la question corollaire qui va avec, c'est la notion d'inclusivité aussi, puisque dans l'industrie, il y a de plus en plus de technologies, comme partout d'ailleurs. Est-ce que ça peut inclure les gens aussi qui sont peut-être moins diplômés, moins éduqués, parce qu'on n'est plus au mode Charlie Chaplin Alors, premier élément, dans les territoires, notamment ruraux ou petites villes, etc., historiquement, la masse des métiers à valeur ajoutée, c'est-à-dire bien payés, c'était l'industrie. L'agriculture, aujourd'hui, c'est pas très bien payé. Si t'as pas des métiers à valeur ajoutée, ton territoire se flétrit. Et les gens sont soit obligés de le quitter pour bien gagner leur vie, soit obligés de se dire je vais gagner moins que ce que je devrais gagner vu mes compétences et mon machin. Je veux dire, la Suisse, je te parle pas de la Chine, des États-Unis, de machin. Prends la Suisse. 25% du PNB suisse, qui est le pays des banques, des sièges sociaux, des machins, 25%, c'est de l'industrie. Ça va de la montre jusqu'à des choses parfois plus artisanales ou plus industrielles ou plus technologiques. Et je peux te dire que l'ouvrier qualifié suisse, il gagne bien mieux sa vie qu'un bac plus 5 en psychosociaux qui va terminer on ne sait pas où. Donc aujourd'hui, les salaires, même dans l'industrie française, ils sont en train d'exploser. C'est-à-dire que des gens qui sortent d'un CAP et d'un BEP, mais qui ont de l'or dans les mains,
vont gagner plus que des gens qui ont suivi des cursus dits intellectuels, avec des diplômes un peu chics, et qui vont tomber, pour un certain nombre d'entre eux, dans des voies de garage, et je ne te parle pas de ChatGPT, tu vois. Donc, avant même le désastre en matière d'emploi tertiaire que va être l'intelligence artificielle, tu vois déjà que les métiers plus techniques sont en train de prendre le dessus. Et là-dessus, on est maintenant dans des unités de production qui sont bien plus vivables, qui sont même, pour un certain nombre d'entre elles, même s'il y a des métiers pénibles, hein, ça j'en disconviens pas, mais qui n'ont rien à voir avec l'image d'Épinal qu'on a. Donc oui, c'est bien pour les territoires, ça va probablement les réconcilier avec les métropoles. Les gilets jaunes, c'est ça. Hein. Tu peux plus... il faut quand même que les gens ils puissent ils puissent vivre dignement. Voilà, c'est con, hein. Mais on parle de quête de sens, de morale, de fin du monde, mais il y a des gens, ils sont pas à ça. Et il y en a beaucoup. Hein. Et je ne parle que de la France. Si tu élargis dans les pays qui sont en fort développement démographique, mais les gens ne pensent pas du tout à ça. Ils pensent à comment est-ce que je vais envoyer mes enfants à la fac et je vais pouvoir payer la fac pour mes enfants parce que je veux pas qu'ils galèrent comme moi. Est-ce que je peux m'acheter un moyen de locomotion? Est-ce que je peux avoir une maison agréable ou un appart ou n'importe quoi? Ils pensent à ça. Voilà. Donc ça, il faut le respecter. Donc, donnons à ces gens-là la possibilité d'avoir une vie professionnelle épanouie sans quitter la terre de leurs ancêtres, sans quitter l'endroit où ils ont grandi, sans quitter l'endroit où voudraient fonder une famille, eh ben, tu vas avoir effectivement beaucoup moins d'aigreur. Alors, t'inquiète pas, on trouvera d'autres sujets pour s'engueuler au bistrot. Mais ça sera en partie réglé. Voilà. Très bien, bon, ça pourrait durer, pour ma part en tout cas, j'espère que c'est pas notre dernier échange, parce que c'est très nourrissant de t'écouter et puis de faire un peu de joute verbale avec toi. J'ai 2 dernières questions traditionnelles. Quelles seraient peu importe, film, lecture, documentaire, tout ce que tu veux, des choses qui t'ont inspiré toi en tant que personne et que tu conseilles, voilà, parce que ça t'a marqué et que voilà, tu trouves ça inspirant? Moi j'aime bien Yuval, je sais jamais comment le prononcer, Harari. Harari, oui, Sapiens, ouais. La trilogie, elle est très bien. Ouais. C'est intéressant, surtout c'est lumineux. Après, moi je suis pas d'accord avec tout, mais ça donne une structure qui est assez intéressante. Alors, moi j'ai une déformation quand tu es historien, tu es obligé de te cogner des thèses écrites avec les pieds qui font 600 pages. Donc tu as une capacité à lire des trucs absolument chiants qui est remarquable. Donc j'arrive à ingurgiter des trucs hyper intéressants mais mal écrits. Que je ne conseille pas aux auditeurs. Mais moi, j'ai lu énormément de biographies, et je pense d'ailleurs que ça a été quelque chose qui m'a conduit aux déviations. Quand on lit une biographie de quelqu'un comme Churchill, Charlemagne, on va dire des personnalités qui ont été exposées à des moments extrêmes, c'est là où on comprend l'âme humaine. Voilà. Et où on se rend compte qu'un type, tu prends un Churchill qui était un type invivable, qui avait tous les défauts du monde, qui était alcoolo, qui était acariâtre, qui était macho à mort, enfin tout ce que tu veux. Dans certaines circonstances, c'est l'homme de la situation et il va s'opposer aux nazis, il va gagner à la fin. Bon, d'abord, ça te donne une distance par rapport à tes grandes valeurs moralisatrices. C'est pas possible, un mec qui fait ça, c'est pas possible, un mec qui fait pas ci, c'est pas possible. Ok, bon, très bien. Donc, tu deviens plus humble et après, tu commences à rentrer surtout dans la complexité absolue de l'âme humaine. Et donc, tu arrêtes avec les conneries où il y a qu'à faucon, changer de vie en 7 leçons, changez votre alimentation et votre vie changera, faites du yoga, youpi, tralala. Bon, ok, il y a plein de choses qui peuvent aider, mais il n'y a pas de remède miracle. Et quand tu regardes, alors, pour le coup, un très bon film qui est simple à consommer, c'est Les Heures sombres, qui parle justement jusqu'à Dunkerque, enfin, en gros, l'arrivée de Churchill au pouvoir et toutes ces hésitations qu'il a eues, et on voit que
l'histoire aurait pu tomber autrement, quoi, mais 100 fois. Ouais. Bon. Et ben là, tu te dis que tous les problèmes que tu as, que toute la pression que tu peux ressentir, que toutes les certitudes que tu as, elles sont... Voilà. Et dernier élément, moi, ce qui m'inspire beaucoup aussi, c'est les gens. Je vais te raconter une expérience qui m'est arrivée il y a je dirais 2 ans. 2 ans, franchement, j'étais au bout de ma vie, j'étais crevé, j'avais eu plein de mauvaises nouvelles dans la semaine, j'avais des problèmes avec une de mes boîtes, enfin bon. Et j'étais invité par un pote, un couple d'amis. Mon épouse n'a pas pu m'accompagner parce qu'elle était à peu près dans le même état psychologique que moi, et puis bon, il fallait quand même qu'elle avance sur 2-3 trucs. Donc j'y vais tout seul. Et je suis arrivé, le moral dans les chaussettes, quoi. Et là, eux, ils ont un enfant diabétique depuis tout petit. Enfin, vraiment, donc c'est un genre de truc à le réveiller en pleine nuit, à lui faire des piqûres avec des seringues de je sais pas combien de centimètres pour juste que lui permettre de vivre sans problème. Et donc j'ai dit, bon, ça va, vous ça va et tout. Et il dit, ah ouais, super bien, on a eu des analyses, aucun de ses organes n'est touché, il va vachement bien, on est super content de nous, on a fait un bon job. Bon, je rentre chez moi et le lendemain, j'ai un autre de mes potes chez qui je vais déjeuner, et lui il a un enfant hyper actif. Et il me dit, je suis content, qui a été déscolarisé, parce que hyperactif, c'était très compliqué et tout. Il me dit, je suis trop content, je trouvais une école, ça va bien se passer, je pense que ça va le faire. Bon, c'est un peu loin, mais c'est pas grave. Je veux dire, tu vois... Tu relativises tes problèmes. Mais oui, mais je pense que c'est hyper important de se décentrer. On est à une époque où tout le monde essaie de se définir par rapport à son nombril, à dire je suis qui, je suis machin, je ressens ça, je suis... Arrêtez de regarder en vous. Regardez, on est des animaux, des êtres sociaux, on se définit par rapport aux autres aussi. C'est important de regarder les problèmes des autres, pas pour se dire je suis supérieur, je suis inférieur. Il y a des moments, ça fait un bien fou. Voilà. Donc, lisez les biographies d'autres personnes à d'autres époques, où vous allez voir que toutes les certitudes qu'on a en tête, c'est des constructions. Voilà. Et que l'individu dedans qui n'a pas changé, c'est-à-dire notre mécanique grégaire entre l'instinct de survie, l'instinct de reproduction et toutes les conneries qu'il y a autour, ça ne change pas. C'est simplement la musique qui change. C'est tout. C'est l'environnement. Quand tu as compris ça, déjà, tu peux être inspiré. Okay. Sapiens, des biographies, notamment celle de Churchill, raisonner avec les autres, se décentrer, se réconcilier, et puis regarder les déviations, c'est un bon... Et Game of Thrones. Tiens, et Game of Thrones. Bon, regardez ça c'est hyper important, parce que pour le coup, à une époque où tout est bienveillance, tous les grands discours, les trucs, bon, jusqu'à ce qu'on en arrive à se foutre des cocktails Molotov dans la tronche, c'est une super claque, parce que tu vois les jeux politiques, les jeux d'alliance, les jeux personnels à tous les niveaux, c'est-à-dire du grand roi jusqu'au clampin de service un peu honteux. Et en fait, ça, c'est les tréfonds de l'âme humaine. Donc arrêtons d'imaginer qu'on est, je sais pas quoi, tu vois. C'est ça, en fait. Il m'a fallu attendre le confinement pour découvrir Game of Thrones, mais voilà. Écoute, il y a une dernière question, je vais te laisser, c'est ma tradition, c'est le mot de la fin que je laisse à mon invité, et on finira là-dessus. Je te laisse 10 secondes pour y réfléchir généreusement, parce qu'elle est philosophique. C'est quoi pour toi être capitaine de sa vie ? Et ta définition finalement d'être capitaine de sa vie en quelques phrases. Le temps que Laurent rassemble sa meilleure réponse, je tiens une nouvelle fois à vous remercier d'avoir partagé ce moment en notre compagnie, et vous invite à noter l'épisode au max pour qu'il soit visible du plus grand nombre. L'exploration de sens des capitaines continue, et on se retrouve comme d'habitude le premier dimanche du mois prochain en compagnie d'un parcours ou d'une expertise inspirante. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, www.lescapitaines.com. Les capitaines sont présents sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram, et puis vous pouvez me contacter
via LinkedIn justement ou par mail baptiste@lescapitaines.com. N'hésitez pas notamment à me proposer des invités. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis. Laurent, un grand merci d'avoir dit oui aussi spontanément, même si je t'ai couru après à cause de ton agenda surchargé. Mais merci pour ton accueil et puis la qualité de nos échanges. Te voici face à la question existentielle de mon projet. Ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie ? Alors, capitaine de sa vie, c'est faire ses choix et les assumer, que ça soit les bons, que ça soit les erreurs. Voilà. Se dérober à ses choix, trouver toujours que c'est la faute des autres, c'est pas être un très bon capitaine. Merci Laurent Moisson. Merci Baptiste.